Hello, everyone. As an impact journalist, it's a real pleasure to be at the world's largest event for the planet. When you daily highlight solutions on climate crisis and sustainable development, one of the main questions remains. What changes can a person make in her routine, habits, and lifestyle to have a better social and environmental footprint? And then, how to support the change? How to get more people on board? So, we call some of the best change makers on different fields to ask them, to understand what they stand for, what's their business model, their actions for changes, the systemic evolution they require from both the industry and the public policies to accelerate that changes. Let's talk about the digital impact regarding changing habits. So, we are pleased to welcome Back Markets, the marketplace, the first marketplace in the world focused on refurbished electronic devices and appliances. Hello, Camille Richard. Hello, Camille Richard. Hello, Marie. And we welcome also Fairphone, the Dutch branch, which is building a market for ethical smartphones. Hello, Luke James. Good morning. Hello. Hi. So, a sad record of more than 53 million metric tons of electronic waste was generated in 2019. A new report predicting global e-waste will reach 74 metric tons by 2030. Let's start with an item that has totally entered our daily life. Most of us won't leave home without a smartphone. The population of mobile devices has exceeded the human population. Every year, consumers throw away millions of mobile phones. Most aren't built to last, and consumers are constantly encouraged to upgrade to the latest model. So first, Luc, could you explain to us the communication technology footprint? Yeah, of course. I think you've hit a lot of nails on the head with regards to some of the issues within the electronics industry. But from a smartphone perspective, there are a number of environmental and societal issues. I think that's really important to highlight that actually it's both environmental and societal. So anything from environmentally destructive mining practice to child labor to conflict minerals to dangerous working conditions. And then if you hone in on some of the issues within that or numbers within that, we are selling on a global basis 1.4 billion devices per year. Those devices on average are only getting used between 2 to 3 years. And then actually of those devices, only about 17% are getting recycled. So as you mentioned, like a huge amount of e-waste. It's one of the most fastest growing waste streams within the industry. Camille, wow. Yes, of course. As Luc was mentioning, the impact of digital is huge. Today we know that the digital accounts for 4% of the carbon emission in the world. It's not only about carbon. Actually, it's about raw materials, about water, and as Luc was mentioning, about e-waste as well. And consumer has very few information on that. Yeah. And for consumers, it's hard to find sustainable products, sustainable items. And it's really essential that companies build new solutions. At Back Markets and Fairphone, you have been addressing these issues since several years now. So Camille, at Back Market, you propose to give a second life to electronics. How do you manage it? Yes, of course. Refurbishment of electronic devices is a proven solutions to fight climate change, as it reduces a lot the impact of electronics. Today, we consider that buying a refurbished smartphone, contributes to avoid more than 30 kilos of CO2 than if you were buying a new one. So the impact is great, and if you multiply this impact by the number of smartphones, it's very important. Today, we know that
in France, around 80% of people buy a new cell phone while that old one still working. So we have to do something to change this habit. And at Back Market, what we have chosen to do is to make the refurbishment market more accessible, more secure, and more transparent for the consumer to choose these sustainable solutions. Okay, and Luc, at Fairphone, you provide eco-sourcing and fair work conditions. How do you make your smartphones? Yeah, of course. So we look at the entire value chain in order to hone a light on where some of the issues are in order to inspire the industry to act more responsibly. So from a sourcing perspective, you have 40 to 60 different minerals that end up in a smartphone. So we look at the minerals where we can have the greatest impact. So we'll look at where can we use recycled minerals. So we use, for example, recycled plastic, we use recycled copper, neodymium, and tin. But then also, like I said, we go back to that social element. So you can't always only use recycled materials in the manufacturing process. So we'll look at where can we source materials that will have a positive impact from a social perspective. So we source fair trade gold, or we set up conflict-free traceable mining sources. And recently, actually, we set up a fair cobalt program to initiate a kind of fair trade version of cobalt into our electronics value chain. And Luc, also to make understanding how much Fairphone is a game changer is to talk about power. To give back power to the user is very meaningful. Could you explain to us how do you make it possible? Yeah, definitely. So look, if you look at what Camille said earlier, it's this idea that people are replacing their devices when they don't need to. But however, there are some people that replace their devices because they think it no longer works or it's damaged. So we give power back to our users is that we design devices that are meant to last. That means that they are easily open. So I've actually got mine here. This is my Fairphone. So the number one reason why people change their device is because the battery performance of the device starts to deteriorate. So for me and this Fairphone, it's designed to be modular and then designed to be, so for example, I could just take the battery out and then I could buy another one for 30 euros, put it back and then repair it. So for us, this modularity and this access to spare parts and this ability to repair our device very easily gives us that possibility to keep the device for as long as possible and therefore reduce what we're needing to manufacture, which has a positive environmental impact. Okay. And Camille, Back Market has changed the way people look at refurbishment by easing the access to the market. How did you change this habit, this look? Yes, you know, refurbishment is not a new solution. Actually, the repairing market, let's say, has existed for a very long time, but it was a little bit complicated to understand for the B2C customer. There were a lot of questions. Where do I buy it? Will I have the choice? Will I have guarantees? Will I have an after-sale services, etc., etc. So the idea of Back Market was to give the same condition of purchase with refurbished devices that a client would have with a new one. So we have, to achieve that, we have put in place a very highly demanding quality process to allow to the vendors to sell on Back Market, to give this security to the customers. And the main objective is actually to make this trust into refurbishment, into refurbished devices, grows very strongly, and to normalize the fact to give a second life to electronics. For instance, today, it's very normal for someone to buy a second-hand car. Like the second-hand car market represents more than the half of the car market, so it's very normal for everybody, but it's not so common for electronic devices. So what we are trying to do is to make the purchase of refurbished device as normal as it was as it is actually for second-hand car market. And for trust, it's important to talk about customer relationship management. Sorry, how do you introduce your solution to the users, to the customers, and how do you intend to accelerate democratization? Yes.
You know, it's the first driver for refurbished devices, electronic refurbished devices, it's the price. A refurbished smartphone or a refurbished computer is 30 to 70% cheaper than a new one. So it's the first driver. However, we know that 25% of our customers are actually coming to back market to reduce their impact with this willingness to change habits, actually. And what we want is to make this share grow and to give all the guarantees and all the experience to make this share grow. So on one side, you have the attractivity of the product and the desirability. So you have the price, as I was saying. But also, as I was mentioning a little bit earlier, it's the customer experience. Our motto at Back Market is that there is no factual reason to buy new. So you have to give all the same condition of purchasing a refurbished device as you would have if you were buying a new one. So it has to be sexy, it has to be exciting to have to buy this device, etc. And the other very important part for us is information. That we know that there is very few information around refurbishment and about its positive impact on the planet. So what we want is to inform the customer every time he made a purchase with us, saying, okay, thanks to you, the impact of digital has reduced by 30 kilos of CO2 if we were talking about smartphone, for instance. And to make this information more and more precise, we are actually partner with the ADEME and a lot of refurbishers on a new study to measure the impact of the refurbishment on the environment and its comparison with the production of new devices to inform even better and raise awareness around the refurbished devices and the impact of digital. And with this awareness, users can be proud to have a lower impact. But we're talking a lot about changing the habits of the users, but don't we need to change also the habits of the industry? And what a real systemic evolution do you need to accelerate the changes? Yeah, you're totally right. Changing habits is not the only responsibility of the customer. It would be too easy, you know. I think all the value chain has to take its part. Public authority, for instance. Refurbishment is a proven solution to fight climate change, so it's important that it has the support of governments. And public policy are very important to support new habits. For instance, in France today, we are quite concerned at Back Market for the refurbished sector because the government wants to apply a new tax on tablet, smartphone, and refurbished when they are a refurbished computer. And it's a private copy levy. And it will raise a lot the price of refurbished devices. And so it will reduce the attractivity of these circular solutions. So the governments has also a role to play to support change of habits. And of course, there is the role of the manufacturer with more repairability, with more availability of spare parts, etc., etc. And regarding circular solutions, Fairphone has proven that there is another way to produce electronics. So, Luc, what Fairphone requires also for real systemic change? Yeah, no, good question, and sort of echoing on from what Camille said as well, you've got different actors that need to play a part. So from a government perspective, I think what's interesting, if you take France as an example, at the start of this year, there was the French Repairability Index. So there are different scores given to electronics based on how repairable they are. I think that's a first step. Then if you move on to like an industry perspective, especially like honing in on smartphones, I still think there's a huge culture of upgrades. So people's contract will finish and they're encouraged to buy another smartphone, despite the fact that actually that smartphone works. I think we really need to do away with that culture. But in terms of system, and then also that, that goes down to consumers and what Camille said, we need to, as vendors or manufacturers, provide more information about the consequences and about the impact of the industry. And I think my last point on your question to systemic change, I also think it's honesty. Like we need to be more honest about
the issues behind the electronics industry. As I alluded to at the very beginning of this conversation, there are a number of issues, be it environmental, be it social, to do with the electronics industry and that have an impact from the electronics industry. And I think the more we are open about these issues and the more we talk about these issues, I think the more we're going to be able to tackle them. And I don't think we're going to be tackle them overnight, but I think it's through collaboration and through talking about it that actually we're going to drive systemic change. Yeah, faced with the figures we just talked about earlier, there is a real need to come together as sectors players to reduce the amount of e-waste. You both share common values and the fight beyond sales, an advocacy for more reasonable consumption of electronic devices. So that's why you decided to propose Fair for 3 and 3+ on back markets. So Camille, as a refurb marketplace, was it a natural move to put brand new devices? If you put it like that, new devices is not natural for us, but Fairphone is natural for us. Fairphone and back market share the same fight against planned obsolescence. And we share also the willingness to extend the lifespan of devices to reduce greatly the impact of digital on the planet. And in a very simple way, to propose another way to consume electronics. That's the way we were consuming electronics for a very long time, like buying new and buying a new one, and year after year is not the only solutions. And we can have a very great impact on the planet with the choice of consumption we are making as citizens. And for back market, it was very natural to have this partnership with Fairphone, as we are sharing the same fight, actually, to reduce the impact of digital. And Luc, for Fairphone, was it a natural move also? I think, yeah, no, like Camille said, it was their platform, and I think we were incredibly grateful to be invited as a unique vendor. But it completely makes sense if you're fighting and arguing for against planned obsolescence and fighting for repairability and to use products for completely longer, it makes sense. And no one is going to change the industry on their own. I think organizations have to work together to point out some of these environmental and social issues. And I think, yeah, for us, we're grateful. And it was, it's a really nice partnership to prove that it's possible to collaborate and work together to change habits. Yeah, totally. Okay, Camille, would you like to add something before I sum up? No, I think we have talked about a lot of things, and I'm very happy to have shared this stage with Luc today. Okay, perfect. So in conclusion, to sum up, to democratize the refurb offer and repairability, to allow fair trade conditions, greener production, longer lifetime, to insist on desirability and added value in customer relationship, to create cooperation between market players, to encourage supportive public policies, and to support education. All these ingredients are leading the market to a real shift. So thank you so much. Thank you. Thank you for your insight. It was really inspiring. And I'm now calling my next speakers to talk about other issues on changing habits. Thank you very much, Marie. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye now. Bye-bye. Bye. Il y a de multiples façons de faire levier pour changer les comportements et améliorer notre empreinte environnementale et sociale. On vient de le voir, tous les acteurs ont leur rôle à jouer, qu'ils soient publics, privés, industriels ou consommateurs. Et c'est à nouveau ce qu'on va constater autour de cette table sur d'autres sujets. Nous allons maintenant parler d'éco-emballage, de tri sélectif, d'inclusion sociale et d'anti-gaspillage alimentaire. Nous accueillons Citeo, une entreprise à mission qui a été créée par les acteurs industriels des secteurs de la grande consommation et de la grande distribution
pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Bonjour Séverine Lèbre-Badré. Bonjour Marie. Nous accueillons également l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, une société d'études et de conseils en stratégie dont la vocation est de comprendre et d'accompagner les mutations de la société et de la consommation. Bonjour Véronique Verlin. Bonjour. Et nous accueillons également Andes, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, qui a initié en France un grand réseau d'épiceries dédiées aux personnes en situation de fragilité économique. Bonjour Christelle Perrin. Bonjour. Donc, on va commencer par parler de la raison d'être de Citeo, puisque vous avez une raison d'être. Donc, c'est de répondre à l'urgence écologique et d'accélérer la transition vers l'économie circulaire. Pour cela, vous engagez et vous accompagnez les acteurs économiques à produire, à distribuer et à consommer en respectant la planète, les ressources, le climat et la biodiversité. Très belle raison d'être. Donc, Citeo, Séverine, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous développer un peu plus votre mission et vos engagements chez Citeo ? La mission de Citeo et les engagements de Citeo tournent autour de la réduction de l'impact environnemental des emballages et des papiers, donc de notre consommation du quotidien. Et ce qu'on va plutôt discuter aujourd'hui, c'est un des objectifs de cette raison d'être, c'est l'objectif de donner les clés aux consommateurs pour leur permettre d'adopter des nouveaux comportements éco-citoyens, dont le geste de tri, bien sûr, mais aussi des comportements de consommation responsable. Donc on a fondé cette approche de donner les clés, c'est très important pour nous, parce que le sujet de la connaissance dans, on va dire, les représentations, bien sûr, mais aussi l'adoption de nouveaux comportements et de nouveaux gestes est extrêmement important. Donc chez Citeo, on travaille ce sujet de la connaissance, on le travaille avec nos propres outils. On a un observatoire du geste de tri qui nous permet de savoir qu'aujourd'hui en France, 9 Français sur 10 trient, mais 1 sur 2 trie systématiquement, c'est-à-dire trie tous ces emballages, tous les jours, dans toutes ces situations de consommation, dans toutes ces situations de vie. Or, ce tri systématique, il est indispensable à la performance du recyclage. Donc pour nous, c'est un critère très important. On a aussi d'autres études, on a notamment développé des études autour de l'acte d'achat du consommateur pour voir comment le consommateur envisageait la dimension environnementale de l'emballage pendant son acte d'achat. Et un des enseignements majeurs, c'est on voit bien monter l'intérêt pour la dimension environnementale de l'emballage des consommateurs. Et le premier critère d'un emballage qui respecte l'environnement, c'est la recyclabilité. Et puis le troisième volet d'études, c'est un partenariat qu'on a fait avec Véronique et avec l'Obsoco autour de la consommation responsable pour comprendre. Cet observatoire, c'est, on va dire, une analyse des représentations et des comportements souhaités par les Français, par les consommateurs, pour aller plus loin dans les nouveaux comportements éco-citoyens et dans la consommation responsable. En effet, on va y revenir sur cette étude et cet observatoire. Donc, l'un des enjeux majeurs pour accélérer l'économie circulaire, vous en parliez, c'est de se reposer sur les questions de comportement humain, d'où l'importance d'avoir des enquêtes, des études pour s'appuyer et faire levier. Déjà, Séverine, est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus ce geste du tri parmi les comportements responsables des consommateurs? Du coup, je dévoile un des enseignements d'observatoire avant que Véronique l'ait présenté. Mais oui, aujourd'hui, on a vraiment des Français qui sont très mobilisés pour le geste de tri. En tout cas, le tri et le recyclage sont ancrés dans la représentation des Français comme une solution environnementale qui a 2 caractéristiques, qui est d'être individuelle et quotidienne et d'avoir des bénéfices qui sont quasiment exclusivement des bénéfices collectifs. Donc aujourd'hui, dans les solutions crédibles et souhaitées des Français, on a bien le tri et le recyclage. Pour autant, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a des Français qui trient et qui recyclent leurs emballages et leurs papiers, mais on a encore besoin d'accélérer et de systématiser ce geste de tri, parce que la systématisation est la condition de la performance. Le recyclage, c'est une activité industrielle qui a besoin de volumes importants, et donc le tri systématique joue un rôle majeur pour pouvoir maintenir les filières de recyclage existantes et développer des nouvelles filières de recyclage dans les prochaines années, notamment pour régler la question du recyclage des plastiques, qui est aussi une des priorités et une des préoccupations premières des consommateurs.
Alors, on va parler un peu plus de cette consommation responsable qui nous tient à cœur. Véronique, donc à l'Obsoco, votre travail, c'est justement d'observer ces comportements et ces mutations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus vos 3 grands champs d'action et puis nous en dire davantage sur l'Observatoire de la consommation responsable, qui est assez inédit? Très bien. Donc, l'Obsoco, Observatoire Société et Consommation, c'est une structure d'études et de conseil qui a été créée il y a de ça 10 ans, en particulier par Philippe Moatier, économiste. Le point de départ, c'est la transformation de la société, en fait, que nous vivons. Et nous, en fait, on cherche à analyser les mutations du rapport à la consommation, en regardant aussi ce qui se tisse dans le rapport à la société, de façon un petit peu plus large. Donc, un de nos domaines d'activité, c'est la production de nouvelles grilles de lecture. Justement, Séverine parlait de connaissances, donc on est à plein là-dedans en fait. On pense qu'il faut changer un peu de lunettes, il faut changer sa vision sur ce qui est en train de se passer, parce que la façon de produire de la valeur aujourd'hui est en train de changer, tout simplement. On a besoin de nouveaux outils de connaissance et pour cela, on produit des observatoires et c'est dans ce cadre qu'on a en partenariat avec Citeo de réaliser pour nous, le premier observatoire de la consommation responsable qui dresse un état des lieux à la fois des connaissances, des croyances, des comportements, des freins, des leviers pour assurer, pour engager cette transition quelque part vers des comportements plus responsables. Et puis à côté de ça, on réalise aussi des études ad hoc, un peu dans le sillage, disons, de ces observatoires. Et on accompagne également les acteurs de l'offre dans les trajectoires de transformation qui sont effectivement très complexes, comme on peut le supposer. Donc, pour revenir en fait sur l'observatoire de la consommation responsable, qui est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une vaste enquête qui a été menée auprès de près de 4000 personnes représentatives de la population française, qui dresse beaucoup d'enseignements. S'il fallait en retenir 2, 3, le premier, c'est que quand on interroge les Français, les consommateurs eux-mêmes, sur tout ce qui leur vient à l'esprit, leur conception autour de la consommation responsable, on se rend compte qu'on est face à un champ qui est en fait extrêmement riche, qui évoque tout un tas de dimensions. La première en tête, ça va être le fait d'acheter local. Cette tendance, elle a été poussée par la crise sanitaire, mais très vite, en fait, il y a aussi tout un tas de dimensions, en particulier le tri, le recyclage, la lutte contre le gaspillage, le fait de réfléchir à ses besoins, se recentrer sur l'essentiel, le fait de consommer des produits alimentaires bio, par exemple. Voilà. Donc ça recouvre un champ très très large et qui témoigne aussi, au fond, déjà de la dynamique d'engagement des consommateurs dans, quelque part, ce nouveau modèle de consommation qui, pour nous, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a souhaité l'explorer, incarne un peu le, entre guillemets, tournant, la saison 2 de la consommation. Il y a quelque chose qui est en train de se déplacer. Il y a 60% des consommateurs qui disent s'être engagés dans des pratiques de consommation plus responsables. Et il y a aussi, c'est un des grands changements, un sentiment que la portée de l'action individuelle est plus efficace. Et ça aussi, c'est un point d'appui. Ça montre qu'on est à un tournant, même s'il reste un chemin assez compliqué. On en parlera peut-être un peu plus tard à parcourir. Du coup, croire en la portée des actions individuelles, c'est important également pour en ce qui concerne les changements de comportement. Et vous avez identifié plusieurs groupes dans l'enquête. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus les groupes que vous avez identifiés ? C'était aussi un des objectifs de cet observatoire, de déconstruire les stéréotypes. On a tendance à penser que la consommation responsable, c'est le fait de bobo, entre guillemets, un peu écolo. Et on voulait aussi essayer de cartographier la pluralité des profils qui se dessinent. Au total, il y en a 6, dont un groupe de réfractaires qui représente seulement 20% de la population. Ça veut dire qu'il y a quand même 80% maintenant quasiment des consommateurs qui sont plus ou moins engagés. Et donc 44% en fait qui sont vraiment très engagés. Et dans ces 44%, il y a 2 groupes qui se dessinent un peu en tête. À la fois un groupe d'écolo-responsables, donc c'est un peu la vieille garde, entre guillemets. C'est des gens qui sont nourris peut-être aussi de l'idéal post-68 art, qui sont en pointe sur la consommation, on va dire, équitable, qui sont très sensibilisés aux enjeux à la fois environnementaux, sociaux, sociétaux. Et puis à côté d'eux, c'est un peu l'autre
l'extrémité du scope générationnel des plus jeunes, qu'on a appelés des climato-natifs. On a hésité, on aurait pu les appeler la génération Greta, qui sont vraiment en pointe, mais plutôt sur les questions environnementales et eux qui sont en train de pivoter dans leur rapport à la consommation. Voilà. C'est inspirant, la génération Greta. En tout cas, Séverine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces enseignements de l'Observatoire de la consommation responsable ? Cette idée de tournant, elle nous paraît importante, évidemment, puisqu'on est vraiment dans cette idée d'accompagner le consommateur pour lui permettre à la fois de connaître, de comprendre son impact environnemental dans sa consommation et puis évidemment de pouvoir agir dessus. Un des points qui ressort aussi beaucoup de l'Observatoire et que Véronique, tu as évoqué, c'est la question de l'offre. La question de l'accompagnement du consommateur, elle doit se traduire vraiment très concrètement dans une évolution de l'offre qui lui est proposée, dans une nouvelle architecture d'offres. Ça n'est pas le consommateur qui fera tout seul le chemin, c'est un chemin, on va dire, qu'il va partager avec notamment les entreprises dont il consomme les produits. Et cette idée d'une évolution de la structure d'offres, et on va beaucoup parler ici d'innovation, innovation en éco-design, innovation dans des nouvelles offres, dans des nouveaux emballages, dans des nouveaux matériaux. Cette question de l'évolution de l'offre, elle est vraiment au cœur du déplacement qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que le déplacement, il s'opère d'abord dans les esprits, d'abord dans les intentions, et il s'opérera ensuite dans les comportements, accompagnés par une nouvelle structure d'offres et de l'innovation qui va venir donner aux consommateurs des solutions assez rapides, en fait, parce que c'est aussi ce qu'il cherche, et claires pour lui, lui permettant d'avoir un impact environnemental réduit. Justement, en parlant d'innovation, il y a bien entendu des innovations technologiques dans les domaines dans lesquels Citeo œuvre, mais vous avez une vision plurielle de l'innovation. Il n'y a pas uniquement l'innovation technologique, il y a aussi l'innovation comportementale ou peut-être plus frugale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre vision de cette innovation plurielle? Citeo partage cette vision effectivement avec ses clients, avec les entreprises et avec les parties prenantes qui travaillent sur ces enjeux de réduction de l'impact environnemental des emballages. Évidemment, on a besoin de l'innovation au sens technologique du terme, on a besoin de R&D, on a besoin d'intelligence artificielle, on travaille sur une expérimentation de blockchain en ce moment. Alors, on a vraiment ces besoins-là. Il y a vraiment du travail, on va dire, en termes technologiques sur les nouvelles générations de recyclage, autour du recyclage moléculaire, sur les nouvelles façons de produire également. Donc il y a vraiment ce besoin-là quand même, je ne veux pas qu'on le minore, mais à côté de ce besoin-là, il y a tout un besoin d'innovation, on va dire comportementale, d'innovation du quotidien aussi. Alors ça peut passer par l'information par exemple. Les technologies de l'information sont évidemment importantes pour le consommateur qui a besoin d'être informé pour pouvoir faire les bons choix. Donc chez Citeo, on a développé une appli guide du tri qui est très simple, qui permet de savoir comment trier son emballage en fonction de son lieu de vie ou son lieu de consommation. Et il y a aussi effectivement cette innovation un peu frugale qui est attendue du consommateur, qui est comment j'introduis des nouveaux modes de comportement, des nouveaux modes de consommation. On parle de vrac, on parle de réemploi, on a parlé aussi de consommation en circuit court. Toutes ces notions-là sont également dans l'esprit du consommateur des éléments d'innovation, en tout cas de nouveauté ou de renouveau qui leur permet d'avoir des comportements éco-citoyens plus facilement accessibles. Justement, pour parler d'accessibilité, dans la vision de Citeo, c'est important de rendre le geste du tri accessible à tous, d'être inclusif pour intégrer le plus grand nombre de personnes, bien entendu. Donc, je me tourne vers vous, Christelle, de Landes. Vous avez décidé de travailler ensemble, Citeo et Landes, sur ce sujet. Alors, tout d'abord, est-ce que, Christelle, vous pourriez nous expliquer comment Landes travaille sur l'anti-gaspillage alimentaire? Oui, alors l'anti-gaspillage est également le fait de rendre accessible à tous des produits de qualité. Puisque nous, donc Landes, c'est l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Et on a vraiment deux grandes actions. La première, c'est qu'on anime un réseau de plus de 420 épiceries solidaires partout en France, qui accompagnent chaque année un peu plus de 200 000 personnes.
Et on développe également des solutions d'approvisionnement pour l'aide alimentaire, notamment en fruits et légumes frais. On a 4 plateformes d'approvisionnement qui sont situées dans les marchés de gros, donc à Rungis, Lille, Perpignan et Marseille, et qui permettent notamment de récupérer les invendus des grossistes, donc par exemple en fruits et légumes frais, que l'on vient trier et redistribuer dans les structures d'aide alimentaire et bien sûr, du coup en grande partie, les épiceries solidaires. Et ce travail d'ailleurs de récupération, de tri et de livraison est fait par des personnes, des salariés en insertion, donc que l'on accompagne aussi pour retrouver un parcours professionnel. Et donc ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi et c'est aussi ce type de public qui peut se retrouver ensuite dans les épiceries solidaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus le concept d'épicerie solidaire ? Oui, tout à fait. Donc, une épicerie solidaire, en fait, ça ressemble vraiment à un petit commerce de proximité qui permet à des personnes qui sont en situation de fragilité économique de faire leurs courses, mais à un prix très symbolique, puisque globalement, ils vont acheter leurs produits à 10 à 30% d'un prix classique. Et ils sont également accompagnés socialement pour sortir des difficultés. Ça, c'est aussi très important. Et donc, je le disais tout à l'heure, une de nos missions, c'est de rendre accessible à tous des produits de qualité. Il faut savoir que les épiceries solidaires s'approvisionnent globalement de 2 façons, en grande partie grâce à des dons de produits, mais aussi grâce à des achats complémentaires qui vont nous permettre de proposer une grande variété de produits. Et donc, grâce à nos plateformes, par exemple, on peut proposer une grande proportion de fruits et légumes frais. Mais on propose aussi par exemple des produits bio. Il y a 72% des épiceries du réseau qui proposent du bio. Et certaines sont même équipées d'ailleurs de meubles vrac qui permettent via ce biais-là aussi d'ailleurs de rendre encore plus accessibles certains produits qui pourraient être plus chers. Et donc ces épiceries solidaires, donc ce sont des lieux, on l'a compris, on peut faire ses courses à moindre prix pour un public en difficulté financière. Et ce sont également des lieux de convivialité, des lieux de lien social, et quelque part, ça permet de faire de l'expérimentation autour de l'éco-citoyenneté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, et c'est aussi l'objet donc, de votre partenariat ? Tout à fait, donc ça c'est vraiment un élément très important du concept de l'épicerie solidaire, c'est que c'est un lieu de vie où ont lieu tout un tas d'activités. Alors évidemment les grands classiques, c'est typiquement les cours ou les ateliers cuisine, mais ça peut toucher vraiment de nombreuses thématiques. Alors ça peut être cuisiner avec les produits bruts, découvrir le zéro déchet, ou alors des ateliers pour bien gérer son budget, des choses comme ça. On a sur tout le réseau un peu plus de 12 000 ateliers qui sont organisés chaque année. Et c'est vraiment dans ce cadre qu'on a réfléchi avec Citeo pour intégrer les gestes de tri dans la vie quotidienne en fait, de tout ce qui se passe à l'épicerie solidaire. Donc par exemple, on a travaillé sur des affiches, sur des stop rayons qui viennent baliser un peu le parcours d'achat dans l'épicerie solidaire et qui viennent rappeler du coup des petites astuces ou savoir exactement où va se trier tel emballage, par exemple au moment de l'achat. Grâce à Citeo, on accompagne aussi les épiceries solidaires pour qu'elles puissent aménager ce qu'on a appelé un coin du tri, c'est-à-dire vraiment un espace à l'intérieur de l'épicerie solidaire, à destination des bénéficiaires, pour qu'ils puissent trier et également avoir des informations sur les bons gestes de tri. Et est-ce que vous pourriez nous citer aussi quelques exemples d'activités, notamment ludiques, qui permettent de sensibiliser aux différents emballages et aux différents gestes du tri ? Tout à fait. Donc, en fait, on a aussi développé des méthodologies d'animation hyper ludiques, notamment à destination des enfants. Alors, il y a plein de choses. Il y a notamment pas mal de jeux. Par exemple, le jeu du tri avec des grandes cartes où on retrouve certains emballages et puis des tips derrière. Et les enfants doivent retrouver, en gros, où ils doivent trier ces emballages en un temps record. Ils repartent après avec leur petit diplôme de l'expert du tri. Ce qu'on a aussi instauré, c'est ce qu'on a appelé la minute du tri. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment, vous l'avez compris, en fait, dans l'épicerie solidaire, il y a des activités qui, finalement, comme à la maison, génèrent des emballages. Par exemple, une pause café, un atelier cuisine. Et donc, à la fin, en fait, on va se poser ensemble, regarder les différents emballages et les trier. Et ça, c'est une approche qui est aussi intéressante parce que finalement, personne n'est complètement incollable sur le tri. Et donc, on fait ensemble et tout le monde est sur un pied d'égalité.
Merci beaucoup Christelle. Et ces moments de convivialité sont très importants de surcroît avec la crise sanitaire. Et c'est pourquoi Citeo a aussi décidé de soutenir la création de 5 nouvelles épiceries solidaires. Donc on l'a compris, c'est un partenariat de long terme qui travaille à la fois sur des enjeux sociaux et environnementaux. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre présence. Et donc pour conclure, je dirais que l'Andes est également lauréat national du plan de relance, ce qui va vous permettre de continuer à développer les épiceries solidaires, notamment l'offre de vrac. Et ça me fait une transition toute faite pour inviter mon prochain intervenant à parler de vrac et de consigne. Merci à toutes les trois. Merci. Marie. Donc, pour finir, nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Bellé, le fondateur de Jean Bouteille. Donc, votre entreprise sociale équipe les magasins de la grande distribution et les enseignes indépendantes de distributeurs de liquides en vrac contenant des produits variés, donc des boissons, des huiles, des vinaigres, des lessives. Donc pour revenir un petit peu sur les impacts des emballages et notamment du plastique, on a 5 millions de tonnes de plastique qui sont utilisées chaque année en France et 20% sont des emballages ménagers. Donc on le voit, c'est vraiment un sujet à adresser qui est fondamental. Donc on pourrait se dire, peut-être un petit peu naïvement, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer certains emballages plastiques par le verre ? C'est peut-être pas une solution si évidente. Gérard, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact des emballages et puis pourquoi on ne peut pas forcément remplacer le plastique par du verre aussi simplement? Bonjour et merci de m'inviter à cette conférence. Le sujet de l'emballage plastique est principalement lié au sujet de l'emballage à usage unique. L'emballage à usage unique a beaucoup d'externalités négatives quand il est en plastique, c'est qu'il peut se disséminer dans la nature et se dégrader très lentement. À l'inverse, il est très peu énergivore et plutôt économe en émissions de CO2 comparé au verre à usage unique, qui lui aussi n'est pas tout à fait logique, alors que le verre réutilisable est beaucoup plus performant en termes de CO2 et surtout le matériau qui est le verre est très adapté au réemploi. Le réemploi dans le plastique est plus compliqué parce que c'est un matériau plus poreux. Donc voilà, c'est tout un équilibre suivant le mode de vie des gens et suivant quel objet on veut acheter. C'est surtout comment on peut se passer d'un emballage à usage unique qui résoudra le problème. Et justement, on en vient à la solution que vous apportez chez Jean Bouteille. Vous avez décidé de prendre le marché à contre-pied en 2014 quand vous vous êtes lancé, puisque la consigne ne faisait plus partie des habitudes des Français depuis une trentaine d'années, contrairement à d'autres pays. Et donc, votre système que vous allez nous expliquer, il me semble, permet aux consommateurs de changer d'habitude, mais plutôt facilement, sans trop de contraintes. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette combinaison de solutions que vous proposez chez Jean Bouteille? Donc, c'est exactement ça. Jean Bouteille, c'est la jonction de la vente d'un produit en vrac, donc ici des liquides, huile, vinaigre, lessive, shampoing, etc., avec un emballage qui est réutilisable. Le consommateur remplit une première fois sa bouteille, là, une fois vide, la lave et vient la recharger. Cet acte de recharge est très simple à faire en magasin, c'est un acte engageant qui amène une vraie satisfaction écologique et qui, en plus, a un impact concret immédiat. Et tout notre travail, c'est de réussir à travailler avec les producteurs, les magasins, les consommateurs pour faire les choses les plus pratiques possibles, avec la meilleure offre possible, dans les meilleurs prix possibles. Et justement, je reviens toujours un peu à la même question que je posais à mes autres intervenants. Vous arrivez donc à changer les habitudes des consommateurs, mais aussi celles des acteurs de la grande distribution, puisque donc, vos clients directs, ce sont les magasins. Et ce qui est important de signaler, c'est que la loi prévoit d'imposer un minimum de 20% de vrac dans les grandes surfaces d'ici 2030. Donc c'est un peu le sens de l'histoire, on va dire. Et donc, même si vous n'avez pas attendu la loi dans ce contexte, votre offre est d'autant plus pertinente. Et donc, chez Jean Bouteille, vous aidez les nouveaux arrivants qui ne sont pas nécessairement habitués, voire pas du tout, les nouveaux arrivants dans le vrac à s'installer. Donc, comment est-ce que vous faites? Comment vous leur facilitez la vie?
Chez Jean Bouteille, nous avons une démarche très inclusive. Nous essayons d'embarquer le plus de marchés possible avec un focus clair, c'est comment on trouve une alternative au préemballé à usage unique qu'on trouve partout. Et pour ça, on accompagne des chaînes de magasins, on accompagne des marques, qui peuvent être des marques locales ou des grandes marques internationales, à comprendre qu'est-ce que le vrac, à comprendre qu'est-ce que le zéro déchet et comment on peut intégrer ça dans une chaîne de valeur qui existe déjà, qui se transforme petit à petit, mais comme on a pu voir dans les intervenants précédents avec le téléphone, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Du coup, il y a tout un accompagnement qui se fait. La grande chance qu'on a, c'est qu'on a une vraie poussée du consommateur qui veut prendre en main sa consommation. Donc les marques sont très vigilantes à ça et se disent comment je peux répondre à cet enjeu envoyé par le consommateur d'abord. Et on voit justement, on le disait, c'est une tendance croissante. On a même des géants de l'industrie agroalimentaire qui se mettent au vrac. Alors vous êtes pionnier sur le marché pour le coup. Comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux acteurs finalement qui ne sont pas des moindres sur ce marché? Alors, d'un point de vue personnel et dans la stratégie d'entreprise, c'est vraiment, on voit ça d'un œil très favorable. On veut qu'il y ait le plus d'alternatives possible et au contraire, on vient les aider. On est très ouvert sur notre démarche. On leur explique plein de choses qu'on a pu acquérir parce qu'on réussira ensemble à faire ce changement. On n'y arrivera jamais tout seul. Il faut se battre ensemble parce que c'est le plastique à usage unique ou l'emballage à usage unique est tellement pratique et tellement partout dans le monde qu'il faut tous s'y mettre ensemble pour réussir à trouver cette alternative. Votre marché, donc, on le disait, est en train de se développer de plus en plus et vous avez trouvé déjà de nombreuses solutions pour développer le vrac. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on explique un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas vos différentes solutions, différents types de produits, parce que c'est quand même assez varié comme solution, ce que vous proposez. Et puis ensuite, j'aimerais que vous me disiez, en gros, là en France, c'est très encourageant votre développement. Est-ce que vous prévoyez de vous développer sur d'autres marchés? Donc, en résumé, on conçoit et on assemble des petits équipements qui permettent de mieux vendre en vrac dans des magasins pour que l'expérience client soit plus facile. À côté de ça, on a une gamme de produits liquides. On va des produits huileux au vinaigre, aux lessives, au shampoing. On fait de la mayonnaise, de la moutarde, bientôt de la pâte à tartiner, des yaourts, tout type de produits liquides. Et parfois, on ne vend pas le produit. C'est une marque ou un producteur ou c'est un magasin qui décide de mettre un autre produit et tout ça, on l'accompagne. On a plus de 1000 points de vente en France. On commence à être présent un petit peu en Europe autour de la France et on prévoit, grâce à une grande marque rencontrée à Change Now l'année dernière, l'Occident en Provence, on va installer dans 25 pays différents, 60 boutiques avec eux. Ils vont nous emmener du coup en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie, dans le Moyen-Orient. Et donc c'est un vrai challenge pour nous et ça va être une super opportunité de montrer le savoir-faire zéro déchet qu'a la France, qui est en avance sur ce sujet partout dans le monde. Et si on a des consommateurs qui nous regardent, qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir, pour leur donner envie, vous pourriez leur expliquer, enfin leur dire, ceux qui diraient de façon un peu sceptique, mais c'est une contrainte, c'est compliqué, c'est lourd, il faut que je porte du verre, enfin voilà, simplement vous leur diriez quoi? Alors, pour mieux nous connaître, le mieux c'est d'aller sur Instagram. On a plein d'images et on a aussi dans la bio d'Instagram les liens pour trouver les cartes des magasins, etc. Et ensuite, c'est essayer parce que vous allez voir que ça en devient vraiment un plaisir. Il y a une satisfaction écologique très importante à réutiliser son emballage et du coup, ce n'est plus du tout vu comme une contrainte, mais plutôt comme une relation qu'on a avec notre bouteille pour ne pas la jeter. Et en fait, tout l'effort qu'on met dedans, on en requiert beaucoup d'énergie et de satisfaction en disant j'ai fait une action simple, mais très productive et très concrète. Du coup, on la voit. Donc, très rapidement, en fait, les consommateurs ne voient pas du tout ça comme une contrainte. Donc, c'est plutôt essayer. C'est un peu comme finalement aller au marché. Ça peut être une contrainte par rapport à tout acheter au même endroit, mais c'est un super plaisir d'aller au marché. J'y étais ce matin encore. Voilà. C'est important pour vous cette notion de satisfaction et de plaisir pour un petit peu inverser la vapeur, j'ai envie de dire, parce que parfois dans l'imaginaire, voilà, tout ce qui est changement d'habitude, justement pour avoir un meilleur impact écologique, ça peut être vu par certains comme une contrainte et on peut le comprendre. Mais voilà, vous insistez sur cette notion de plaisir et de satisfaction. C'est un point très intéressant parce que le changement d'habitude viendra si le consommateur s'y retrouve. Et en fait, il consomme généralement pour se faire plaisir. Après, il y a
on consomme pas pour se faire plaisir, mais néanmoins, si on peut trouver une satisfaction à le faire d'une certaine méthode, alors le changement d'habitude est beaucoup mieux accompagné que par la contrainte, par une taxe ou par des obligations. Moi, par exemple, évidemment, on ne va pas attendre la réglementation. Je suis très content que cette réglementation vienne, surtout qu'elle met un focus des marques qui va vouloir relever le challenge. On ne sait pas comment elle va déboucher, parce que c'est dans un moment, il y a le temps qu'il y ait un travail réglementaire qui soit fait, des discussions, etc. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on montre aux gens que ça se fait naturellement, et ce changement d'habitude, il vient là comme ça. Et justement, au-delà de ce changement d'habitude que vous proposez très spécifiquement avec votre offre, avec vos produits, vous nous donnez l'impression chez Jean Bouteille de vouloir vraiment être dans un changement d'habitude plus global, plus systémique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Alors, on voit déjà plein de choses, et c'est vrai qu'avec des générations qui arrivent, ils ont beaucoup plus facilement des gourdes, ils ont beaucoup plus facilement des sacs, ils acceptent des fois de ne pas prendre un sac plastique parce qu'ils s'organisent mieux, etc. Donc tout ça, ça vient naturellement. Et ensuite, c'est comment on montre des exemples. On est un peu un porte-étendard des solutions zéro déchet. On essaye d'inclure le plus de gens possible, le plus d'innovation possible, et le plus de monde doit créer des nouvelles solutions comme les nôtres. Et est-ce qu'on pourrait envisager, alors je ne sais pas, c'était pas forcément une question qu'on a abordée ensemble quand on a préparé cette session, mais est-ce qu'on pourrait envisager des nouvelles coopérations avec d'autres acteurs, peut-être du vrac, de la consigne ? Est-ce que c'est prévu au programme ou pas ? Il y a en effet toute une. C'est très dynamique et il y a plein d'idées qui se font, et on voit que des choses qui n'étaient inimaginables avant le deviennent, se concrétisent. Donc on est toujours très ouvert. Il y a des collaborations qu'on n'imagine même pas maintenant qui vont se faire. Et par ailleurs, avec tous les acteurs que vous avez échangés précédemment, on est vraiment tous dans le même mouvement. On cherche tous des solutions dans une démarche très positive. Le zéro déchet a l'avantage d'être vraiment une démarche écologique très positive. Et c'est un chemin, et l'important c'est de prendre ce chemin et ensuite de s'y retrouver dedans. Donc oui, il y a plein de collaborations futures à faire, et les salons comme Change Now nous permettent de rencontrer ces gens-là, justement. Vous avez fait des belles rencontres déjà pour cette année ? Vous pouvez nous en parler un peu ou c'est trop tôt ? C'est trop tôt, et c'est évidemment la situation a une vraie complexité pour faire cette sérendipité qu'apporte un salon. Néanmoins, on a pu en faire, et puis après on se prend des contacts pour se prendre des rendez-vous hors salon très très facilement quand on est à distance, mais on a hâte de pouvoir revivre ça en chair et en os. Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots pour conclure avant qu'on rende l'antenne ? Merci à nouveau de s'intéresser au zéro déchet, qui est vraiment dans les changements d'habitude, je dirais les plus faciles et les plus concrets à implémenter dans sa vie, en commençant par des toutes petites choses, et petit à petit on prend ses habitudes, on se rend compte que c'est pas compliqué. Donc voilà, merci de l'opportunité d'exprimer ce message, parce qu'on a besoin évidemment des consommateurs, on a besoin d'eux pour nous porter. Merci beaucoup Gérard Bellay. Alors moi, pour conclure, je résume un petit peu. Donc, pour mettre en place les nouvelles habitudes, qu'on soit consommateur, donc n'ayons pas peur du changement, gardons en tête qu'on peut prendre du plaisir à mettre en place ces nouvelles habitudes, qu'on y trouve beaucoup de satisfaction. Et ça, c'est important de le rappeler, puisqu'on améliore en plus son empreinte sociale et environnementale. Donc voilà, n'ayez pas peur de changer vos habitudes, de les challenger. En tant que start-up, porteur de projet, on en a eu pas mal de beaux représentants ici, n'ayez pas peur vous non plus de challenger le marché quelque part, de challenger et les consommateurs et les acteurs industriels, malgré les vieilles habitudes bien ancrées, les pratiques historiques, vous nous l'avez prouvé chez Jean Bouteille. Et puis en tant que secteur, en tant qu'acteur comme la grande distribution par exemple, soyez aussi ouverts aux nouveaux produits, aux services disruptifs qui apporteront de la valeur, de la nouvelle valeur à vos clients, des opportunités business for good en fait. Donc merci beaucoup Gérard Bellay, merci à tous nos intervenants. On espère que cette session Changing Habits, donc sur les changements d'habitude, vous aura inspiré, que vous soyez consommateur ou acteur du changement en devenir. Merci.